Et salut à tous! Aujourd'hui donc, comme je vous le disais, on va parler de l'Ukraine. Une fois de plus, une fois n'est pas coutume. Il se trouve qu'il y a des petits soucis en ce moment dans cette espèce d'usine à viande. Il y a un manque de financement, petit problème de trésorerie, de liquidité. Alors c'est conjoncturel, vous allez voir, ils vont trouver une solution. Et puis il y a un problème aussi de matières premières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de viande, ils sont bientôt au chômage technique. On va voir un petit peu ce qui va se passer, parce qu'une usine à viande sans viande, ça ne peut pas fonctionner. Faut changer la définition de la viande et c'est parti. Ouais, mais là, on a besoin d'une viande un peu spécifique de type bipède et capable de manier une arme. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, le déficit public étant ce qu'il est, nous sommes face à une cure d'austérité et donc on est en train de dépenser un pognon de dingue en Ukraine. Macron a signé récemment un nouvel accord bilatéral avec l'Ukraine, qui d'ailleurs ce ne vaut sans doute rien du tout, hein, parce qu'au niveau de la Constitution, normalement ce type d'accord, paraît-il, est censé être ratifié par les parlementaires. Ça peut pas être un mec tout seul qui dit «Ouais, maintenant, va falloir aller défendre l'Ukraine, j'ai signé le papier». Et donc cette petite signature s'accompagnait d'un joli chèque. Dans l'accord bilatéral de sécurité, la France s'engage à débloquer 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024. Ça va être surtout des munitions, des canons César, ce genre de fourbi. Et quelque part, on pourrait être comme Biden ou comme toute l'administration américaine en ce moment qui est en train de pousser au cul pour que le Sénat vote la nouvelle rallonge budgétaire pour l'Ukraine, les 60 milliards, et ils disent non mais vous en faites pas, l'essentiel de cet argent en fait, il reste chez nous, hein, c'est pour fabriquer des munitions qu'on leur envoie, ça permet de recycler les stocks, etc. Donc là c'est pareil, les 3 milliards d'euros ils vont rester en France, ils vont aller dans la poche de certaines personnes qui vont avoir accès à de formidables marchés qui n'auraient pas existé sans cette guerre. C'est vous qui allez payer par contre, ça c'est certain. Et puis à la fin, cette aide militaire, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un prêt, est-ce qu'il faudra le rembourser? Ah, on n'est pas dans les petits papiers. En tout cas, nous, ça nous coûtera 3 milliards, puis vu comme le pays est géré de toute façon. Bref. Donc on avait déjà filé 1,7 milliard en 2022, 2,1 en 2023, et tout ça s'ajoute au nouveau plan d'aide de 50 milliards d'euros débloqué au Conseil européen. Il y avait eu de longues discussions, il fallait faire plier la Hongrie, mais finalement, ça y est, c'est signé, 50 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Là-dessus, pareil, hein, on n'oublie pas, on en avait parlé dans une autre vidéo sur le coût de la guerre en Ukraine. Cette aide se compose de 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons. Et les dons vont sans doute aller dans la poche de quelques entreprises. On verra d'ailleurs comment cette usine à viande, après la guerre, pourra être transformée, réadaptée, réformée, c'est le mot qui est juste, en usine Afrique. Et c'est justement le but de ces 17 milliards d'aller de finir dans la poche de divers investisseurs internationaux qui pourraient être intéressés pour aller faire pour aller faire de la reconstruction en Ukraine, mais sur fonds publics européens. Voilà, et puis les 33 milliards de prêts, ça sert essentiellement au fonctionnement des institutions ukrainiennes. Faudra qu'ils remboursent là aussi, donc à double titre, la population ukrainienne est promise à un destin d'esclave. En tout cas, on a 50 milliards qu'il va falloir débourser. On va les emprunter au niveau européen. En européen, nous allons endetter collectivement toute l'Europe de 50 milliards que l'Ukraine remboursera d'ici 2035 ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Je crois qu'on s'assoit sur les intérêts aussi. Enfin, si, avec ça. Pour autant, ça veut dire que la France va payer 8 milliards sur un budget qui s'étale de 2023 à 2027. Donc si on additionne le tout, 8 milliards plus 1,7, 2,1, 3 milliards, et les 14 milliards qui ont déjà été versés ces 2 dernières années à l'Ukraine via l'Union européenne, c'est juste la cote-part de la France, hein, ça m'étouffe. Quand on additionne le tout, on en est pour 29 milliards d'euros de financement français à l'Ukraine. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, il y a une réforme qui a été promulguée, une réforme des retraites, hein, pour sauver notre système et rééquilibrer les finances publiques. Et dans le programme de stabilité d'avril 2023, celui qui a été fourni justement pour montrer que la France montrait patte blanche, hein, c'était pour obtenir les fonds du plan de relance européen, si je ne me trompe pas, qui est là aussi déficitaire de 40 milliards, mais bon, on n'est plus à ça près. Le plan de relance déficitaire, ça il fallait quand même l'inventer. Alors, page 43 du programme de stabilité, 42 pardon, on peut voir ici un encadré sur la réforme des retraites. Ouais, pas mal, hein, c'est français. L'encadré sur la réforme des retraites nous informe donc que le 15 avril a été promulguée cette fameuse loi de financement rectificatif de la Sécu, la réforme des retraites.
Sur le solde du système des retraites, le rendement brut, avant mesure d'accompagnement dont les dispenses et blablabla, est évalué à 10,5 milliards d'euros en 2027. Et le rendement net des mesures de compensation s'élèverait à environ 8 milliards à cette même date. Donc, on a fait la réforme des retraites qui a repoussé l'âge de départ de 2 ans pour économiser 8 milliards. C'est exactement notre quote-part qu'on va payer pour le nouveau plan signé au niveau européen, les 50 milliards débloqués sur cette même période. Donc vous bossez 2 ans de plus pour l'Ukraine. Et en tout, comme on a donné 29 milliards, en fait, si on n'avait pas participé à cette guerre débile, on aurait même pu abaisser l'âge de départ à la retraite. Donc j'espère que vous êtes contents, c'est pour l'Ukraine. Pensez à tous ceux qui sont en train de soutenir cette guerre. Et oui, quand même, on peut aider les Ukrainiens, et puis Poutine, il est méchant, et maintenant, je leur dis, t'es content de bosser 2 ans de plus pour financer cette connerie? Tu verras si le mec est content. Ça, c'est toujours très drôle. Alors, il y en a un, forcément, qui propose d'aller plus loin. Pour que la France continue la guerre en Ukraine, il y avait l'ancien PDG d'Essilor qui proposait au gouvernement de fixer carrément l'âge de départ à la retraite à 68 ans. Alors, c'est dommage, il a supprimé son tweet, parce que dedans, il faisait précisément le calcul que je fais. On a repoussé l'âge de départ de 2 ans pour avoir 8 milliards, puisqu'il en faut 30. Allons à 68 ans. Voilà. Et il a supprimé. Il n'a pas assumé. Coup dur. Alors forcément, il faut faire des économies, parce qu'il faut quand même rentrer dans les clous de la saine gestion budgétaire. J'avais déjà fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet il y a 5 mois, encore plus pauvre en 2024. Comment et pourquoi? Justement, on se lançait déjà dans une espèce de cure d'austérité, enfin de tentative de retour à la normale en termes de dépenses publiques. Donc il y avait cette vidéo et puis l'autre aussi, Bruno panique, l'austérité ne suffira pas à payer ses bêtises. Et donc il en a fait des grosses. Et vous vous rappelez peut-être qu'au printemps-été de l'année dernière, il y avait les agences de notation qui commençaient déjà à donner des signes comme quoi elles pourraient abaisser la note de la France et supprimer le double A. Le triple A, c'est déjà finito depuis longtemps, ils étaient déjà à la manœuvre d'ailleurs. Ils étaient déjà en train de couler le pays, ils sont toujours là à nous expliquer comment il faut couler le pays. Une pensée à Bruno Le Maire quand même, qui nous expliquait que nous étions en train de vivre les 30 glorieuses. Et maintenant, c'est austérité à tout va, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc les agences de notation ont commencé à siffler à la fin de la récré, et puis l'Union européenne aussi a commencé à dire qu'il fallait penser à revenir dans les clous de la saine gestion budgétaire et commencer à faire des efforts pour éviter de se retrouver sous tutelle. Alors Bruno, il avait en catastrophe sorti déjà un plan d'économie, et on voyait dans cette vidéo, je crois plus que dans l'autre, qu'il passait au rabot tout un tas de dépenses publiques de manière complètement paniquée. Il grattait sur la formation des alternants, il grattait un peu partout, sans concertation, sans rien. Il dit allez hop, ça dégage, ça on va gratter des millions par-ci par-là. Et puis les ministères étaient appelés à faire un plan d'économie. Et ça suffit pas. Et maintenant il revient à la télé pour nous annoncer 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès cette année. Mais rassurez-vous, ça va être dégagé exclusivement sur le budget de l'État. Il ne manquerait plus qu'il fasse des économies sur notre budget à nous. Et il est donc venu sur TF1 présenter son truc, et il a voulu être rassurant en disant non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, au contraire on les a baissés pour les ménages, paraît-il. Je ne sais pas de quel ménage il parle, sans doute des plus aisés. Quoi qu'il en soit, le taux de prélèvement obligatoire de la France a eu tendance à augmenter, ce qui est déjà assez exceptionnel vu qu'on en est au taux le plus haut en Europe, je crois. Il y a peut-être le Danemark qui nous bat encore, mais c'est pas sûr, je crois qu'on est passé devant. Mais les taxes n'ont pas augmenté depuis le début du quinquennat, il nous l'a assuré. C'est un énorme mensonge. Et puis il a sorti une autre connerie en disant rassurez-vous, on va pas toucher aux dépenses de sécu. Dans ce plan de 10 milliards qu'il annonce maintenant. Mais précédemment, c'est déjà fait. Il avait déremboursé les... Oui, c'était ça. C'était une quote-part des frais de santé dentaire qui étaient auparavant remboursés par la Sécu et qui sont passés sur les mutuelles. Alors il y avait des discussions là-dessus depuis plusieurs mois, et pour savoir si c'était 300, 400 millions que les mutuelles allaient devoir supporter à la place de la Sécu. Et Bruno, il a pris son papier, il a dit non, ce sera 800 millions de dépenses en plus, et vous bouffez, etc. Il a complètement contourné les discussions qui avaient lieu à ce moment-là. Il fallait trouver du fric, il a fait comme ça. Et du coup, les mutuelles ont dit, mais vous êtes sympa, mais vous faites ça dans notre dos, c'est pas cool. Et donc, on se retrouvait à payer les mêmes cotisations pour la Sécu, mais il y a 800 millions qui sont maintenant à la charge des mutuelles. Et donc, les mutuelles vont dire, ça nous fait des charges en plus, on va augmenter les mutuelles. Donc, il se passe à peu près la même chose ici avec 1 euro non remboursé sur chaque boîte à partir du 31 mars. Là aussi, un décret, pouf, la franchise médicale de 50 centimes a été doublée, elle passe à 1 euro.
Donc vous aurez une franchise de 1 euro sur toutes les boîtes de médicaments. Mais bon, on n'a pas touché à la Sécu dans ce nouveau plan d'économie. Hein. Pareil, on reste dans le domaine de la santé, où maintenant, juste une info comme ça du 18 février, donc de ce mois-ci, des praticiens cubains vont être appelés pour sauver les urgences à Guingamp parce qu'il y a une pénurie de médecins. Donc ils ont fait une réunion au sommet avec l'ambassadeur cubain pour voir comment ils pouvaient embaucher, à mon avis, hein, parce que j'espère que c'est quand même pas de l'humanitaire, des médecins cubains pour venir en renfort de l'hôpital, parce que manifestement ça ne fonctionne plus. Heureusement que le tiers-monde vient nous aider à soigner les gens en France. Hein. Meilleur système de santé il y a 20 ans, maintenant c'est les Cubains qui viennent ramasser les morts sur les brancards. Alors, il y a une autre astuce aussi pour récupérer un petit peu du fric, c'est tout simplement de ne pas verser ce qui était promis. On va écouter ça, il y a eu un problème administratif. Je vais passer le témoignage du monsieur et on va aller directement au sujet. Alors écoutons un petit peu ce qui se passe avec le chèque énergie. Apparemment, il y aurait 1 million de personnes lésées. L'administration devrait léser 1 million de ménages sur les 5 millions éligibles cette année. En cause, la disparition de la taxe d'habitation qui perturbe le calcul des aides. Les personnes ayant vécu un changement de situation professionnelle ou personnelle seront pénalisées. C'est la grande pagaille, puisque les gens recevaient normalement systématiquement le chèque énergie, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des gens qui l'ont eu, d'autres qui l'ont pas eu. Face à ces erreurs et ces délais devenus trop longs, le ministère de l'économie mise sur une plateforme unique de réclamation. On sait que plus on complexifie en fait le parcours pour obtenir un droit, puisque c'est un droit, le chèque énergie, plus il y a des risques que les gens arrêtent en cours de route ou ne comprennent pas ou laissent tomber parce que c'est trop compliqué ou n'aient même pas l'information. Les associations estiment désormais que sur le million de bénéficiaires lésés, au moins 20% ne feront pas la demande de chèque énergie cette année. Et voilà comment on arrive à récupérer 50 millions d'euros sur le dos des pauvres. On vous prend vos sous, ensuite on le réoriente comme on veut. Hein. Maintenant il y a des chèques pour tout, il y a eu des chèques essence, des chèques pour le bois, il y a des chèques pour rafistoler ses chaussettes, il y a des chèques pour isoler sa maison, il y a des chèques pour changer les ampoules chez soi et passer à des trucs LED ou je sais pas quoi. Et puis il y avait aussi MaPrimeRénov', c'est un peu le même délire. Hein. Maintenant il faut carrément payer un mec qui fasse le dossier de subvention. Tellement c'est compliqué, tellement c'est le merdier, et tellement il y a eu de problèmes et de non-versement de cette prime. On parle quand même, là c'est 200 balles hein, au maximum. Mais quand tu achètes une pompe à chaleur, tu prends 10-15 000 euros. Normalement, la prime Rénov' peut t'en payer plusieurs milliers. Forcément, si tu comptes sur cette aide et qu'elle n'est pas versée, ça peut faire un trou sur le compte. Et il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas reçu cette prime, qui avaient pourtant fait la demande, mais le dossier n'a jamais été réceptionné. Et puis vous n'avez pas versé la bonne pièce alors qu'on l'avait vraiment versé. Et puis il manque toujours quelque chose. Et puis oui, le versement va bientôt arriver, mais là on a des soucis. Et puis oh, l'informatique est tombée en panne aujourd'hui, veuillez rappeler demain. Et comme ça, on a bien enculé les gens. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, on s'en lasse pas, hein. Cette imbécilité a été déclarée au 1er mars 2022, moment d'anthologie, qui restera dans les annales de la bêtise humaine, où notre cher Nono Le Maire donc, nous expliquait qu'il allait livrer cette guerre sans merci à la Russie, une guerre économique qui allait provoquer son effondrement. Et du coup, ils sont en train de livrer une guerre économique aux Français, visiblement. Il y a eu un petit souci quelque part. Pourtant, pour Macron, la Russie subit une défaite stratégique. C'est con parce que la stratégie, c'était justement d'effondrer l'économie russe avec les sanctions. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'économie européenne qui s'effondre. Comme je l'avais dit d'ailleurs dans les vidéos, hein. Ça doit être dans celle-ci, là, dans les 5 qui sont là. Probablement ici d'ailleurs dans la dernière, la disparition secrète des sanctions et l'effondrement de l'Union européenne. Dans cette vidéo, il me semble, j'annonce qu'il y aura une petite croissance en Russie en 2023 et une dépression en Europe. Et c'est exactement ce qui s'est passé, une récession en Europe. Donc c'est une défaite stratégique complète puisque les sanctions qui devaient, paraît-il, empêcher la Russie de faire sa guerre ont totalement échoué, à un point qui a surpris tout le monde à mon avis. Mais pour Macron, donc, c'est la Russie qui est en défaite stratégique. Et on va voir comment, en 40 secondes, il arrive à dire un énorme tas de conneries et de contre-vérités. Je pense que c'est d'ailleurs son seul talent et comme ça qu'il a été élu.
Nous allons l'écouter religieusement, notre grand leader suprême. Je sais que vous détestez l'écouter. Je vous assure, c'est des petites pastilles, c'est assez court. Il y a 2 ans, la Russie nous expliquait mener une opération spéciale qui allait se conclure en quelques semaines. Elle en est réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front. Alors ça, quand on écoute juste cette phrase sans trop y prêter attention, on peut trouver ça un peu ridicule, mais en fait c'est complètement normal d'utiliser les prisonniers sur le front. Quand tu fais une offensive de cette envergure, déjà tu envoies l'armée régulière, puis tu envoies des volontaires, des gens plus ou moins formés qui ont fait leur service militaire et qui ont envie d'y aller. Et puis, avant d'aller chercher monsieur et madame tout le monde et de faire une conscription un peu forcée, qui peut désorganiser la société, créer des tensions, bah, tu vas peut-être aller voir dans les prisons les types qui servent à rien et qui coûtent déjà de l'argent et leur dire en échange d'une réduction de peine, tu vas aller te battre pour ton pays, puisque manifestement tu es en prison pour quelque chose, pour vol, pour meurtre, pour j'en sais rien. Donc tu vas aller racheter ta peine sur le front. Allez hop, c'est du bon sens. Donc Macron semble expliquer que les prisonniers ont plus de droits que monsieur et madame tout le monde. C'est une conception assez particulière. Voilà, alors on continue. On nous expliquait que la Russie avait un avenir certain. Beaucoup de jeunes Russes ont préféré la liberté à la guerre et se retrouvent à Belgrade, Tbilissi, Istanbul ou Paris. Alors ça aussi, en Ukraine, il y a quand même pas mal de gens qui se sont barrés et la majorité sont partis en Russie. On va voir les chiffres dans un instant. La Russie a perdu ses talents. La Russie a perdu ses talents, les gens fuient. Alors qu'en est-il de la France ? Quand le climat politique français pousse les jeunes à s'expatrier, publié le 24 décembre 2023, c'est tout frais. Un sondage montre que 30% des Français sont prêts à se barrer. À cause de quoi ? Le climat politique et économique. Un score qui monte à 54% chez les jeunes. On sait qu'il y a une fuite des cerveaux énorme en France. On compte plus le nombre de prix Nobel de trucs ou de machins, de lanceurs de start-up à succès, qui sont aux États-Unis ou qui sont dans d'autres pays, mais plus en France. Un Français a fait tel truc, il n'est pas en France, c'est bizarre. Mais c'est la Russie qui est en pleine défaite stratégique. Donc depuis 2017, visiblement, le climat politique et économique, donc ce dont Bruno Le Maire et Macron sont totalement comptables, invite la moitié des jeunes à foutre le camp. Et il vient faire le malin à la tribune. Ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Elle préfère financer une guerre inutile, injuste et cruelle, plutôt que les services de base pour sa propre population, ou plutôt que de subventionner le prix des œufs pour les bas salaires. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose vu ce qu'on a vu précédemment ? On va aller chercher les médecins cubains, on va gratter 1 euro sur les boîtes de médoc, on fait 10 milliards d'économies, on repousse l'âge de départ à la retraite de 2 ans pour économiser 8 milliards, mais on en donne 30 à l'Ukraine. Et tu dis, il préfère financer la guerre plutôt que de payer les services de base pour sa population. C'est vraiment un enculé, ce Poutine. Quel salaud. Mais ça s'applique pas à lui, bien sûr. C'est un champion. La Russie était revenue, depuis les années 90, autour des différents formats internationaux. Elle a Là, il parle du G7, G20, les conneries mondialistes. Perdu cette place et sa crédibilité sur la scène internationale. Elle l'a perdue parce qu'elle n'y est plus invitée, elle l'a perdue parce que l'Ukraine rejoindra l'Union européenne et je l'espère aussi l'OTAN. Ouais, bon, il peut peut-être un peu rêver pour l'OTAN. Mais alors là, il parlait de la crédibilité de la Russie sur la scène internationale. Il a eu quand même une vision de l'international qui était vachement centrée sur l'Occident. C'est l'Union européenne, l'OTAN et les institutions de type G7. Non, le monde, il est un petit peu plus vaste que ça. Et c'est ce dont on s'est aperçu au niveau des votes de l'ONU. Quand la Russie avait envahi l'Ukraine, les gens étaient un peu timides à condamner l'invasion russe ou à appeler la Russie à se retirer d'Ukraine. Il me semble qu'actuellement, la moitié de la population mondiale, plus de la moitié, vit dans des pays qui n'ont pas condamné l'agression russe. Ils ont été neutres, ou ils ont appelé un cessez-le-feu, ou enfin ce genre de trucs. Il y avait essentiellement justement les pays occidentaux qui étaient un peu tout seuls dans leur truc. Le monde, il bouge et il bouge vite. Donc là aussi, je vous renverrai à cette vidéo que j'avais fait à l'époque pour un peu plus de détails, l'isolement diplomatique de la Russie. Pourquoi la Russie n'est pas isolée du reste du monde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a foiré ? Bref, il n'est pas bien renseigné, le Macron. Alors après, je crois qu'il raconte des conneries. Enfin, des choses sans intérêt. Elle a perdu stratégiquement. Elle, pour qui l'accès aux mers est si décisif. En poussant
la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN et ce faisant à faire de la mer Baltique une mer aujourd'hui où les alliés ont une place prépondérante. Oui, bon, de toute façon, c'était déjà le cas. Déjà, la Suède n'est pas encore dans l'OTAN, mais peut-être qu'ils vont effectivement y rentrer, hein, on verra avec la Turquie. Quant à la mer Baltique, de toute façon, c'est une mer contrôlée par les Alliés, puisque pour en sortir, il faut passer par le Danemark, puis ensuite par la Manche. Donc tu traverses un peu des pays otaniens. Et c'est le même problème d'ailleurs en Crimée, puisque pour sortir de la mer Noire, il faut passer par la Turquie, longer entre la Turquie et la Grèce ensuite. Et tout ça, c'est des pays de l'OTAN, donc ça lui change pas trop la vie, je crois. Je pense qu'il s'en fout. Donc oui, il vit un peu dans un monde parallèle. Notre ami Macron a parlé de défaite stratégique. Donc on n'a plus de thunes pour subventionner notre merveilleuse guerre en Ukraine. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a des réflexions pour créer un merveilleux livret d'épargne pour venir vous entuber et vous fournir un rendement ridicule que vous prêterez à des industries d'armement ou bien à l'Ukraine. En fait, vous prêterez de l'argent à l'Ukraine, hein, tout simplement. Et on va venir piquer un peu sur votre épargne pour subventionner toutes ces imbécilités, puisque l'État doit rentrer dans les clous de la sainte gestion budgétaire pour satisfaire l'Europe et les marchés. Donc il va bien falloir aller prendre de l'argent quelque part. Et on a vu que Bruno, je vais peut-être faire une vidéo dédiée sur le sujet, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus d'infos qui sortent sur ce sujet. Mais il y a Bruno qui veut absolument mobiliser l'épargne des Européens et ils vont en fait venir piquer dans votre poche et vous n'en saurez rien. Donc il n'y a plus de fric, mais il y a aussi plus de viande. Donc non seulement il y a des problèmes de trésorerie dans l'usine à viande, mais il y a aussi des problèmes de matière. Il manque 450 000 soldats sur le front pour résister à l'armée russe. Pas de répit. Ah, attendez. Problème de son, là. Pas de répit pour ces soldats. Regardez, quand ils arrivent dans les tranchées, c'est votre tour. Ces hommes reviennent tout juste du front de Bakhmout. Mais qu'importe, ils doivent continuer à s'entraîner. Tire. Un rythme épuisant, car les recrues manquent. Eh bien, du repos, qu'est-ce que ça veut dire déjà? On s'entraîne tout le temps pour apprendre quelque chose, même pendant notre temps de repos. Pour regarnir ses rangs, l'armée ukrainienne doit réformer son système de mobilisation. Une loi dont les contours restent encore à définir est en train d'être étudiée au Parlement. Je vais à Chassiv Yar, la dernière position avant la ligne de front. Dmitro, lui, n'a pas attendu et s'est engagé volontairement il y a 4 mois. Quand j'étais chez moi, tout en sachant qu'au même moment, mes amis ou mes proches se battaient, c'était vraiment dur. Je me sentais inutile. Alors là, j'ai de la peine pour ce gars parce qu'ils l'ont fait culpabiliser sur ses proches, sur sa fibre patriotique, et ce type est en train de se battre pour les intérêts des Occidentaux, qui sont en train de mener une guerre de proxy avec des cadavres fournis par l'Ukraine et du fric fourni par les Européens pour les intérêts de l'oncle Sam, qui, vous le savez, vend tout son fourbi, ses armes, son GNL, etc. Ils sont très contents. Et ça permet en plus, on se souvient des propos de Stoltenberg, il me semble que c'était lui, qui disait que ça permet... Ah bah je crois qu'on va le voir après justement. Je vais peut-être pas vous spoiler le truc, mais il disait que ça permet pour une somme modique de bousiller l'armée russe et que c'était un très bon investissement. Et donc ce pauvre gars pense se battre pour sa famille, ses amis, son pays, et il se bat pour les intérêts des Occidentaux, et quand bien même il gagnerait, à la fin son pays sera esclave de la dette. Ah, parce que la fameuse aide à l'Ukraine, vous savez, c'est souvent à crédit. Donc il faudra rembourser. Et puis à la fin, son pays sera réformé. Ça, c'est ce qu'on a vu dans une autre vidéo, qui sera publiée après celle-ci. Et son pays sera réformé pour correspondre à l'idéologie mondialiste, et lui sera transformé en esclave. Je vous renverrai à cette vidéo quand elle sortira. Il s'est laissé convaincre par la campagne de recrutement de cette unité des forces spéciales basée à Chassiv Yar, au plus près des combats. Nous faisons de la promotion, nous parlons dans les médias. La chose la plus importante est que le bataillon soit connu pour ses actions, ses opérations, la façon dont on combat, grâce aux bouche à oreille. C'est pour ça que les gens veulent nous rejoindre. Pour résister face aux Russes, l'armée ukrainienne aurait besoin de mobiliser près de 450 000 nouveaux soldats. Voilà, la quantité de viande réclamée par le système a été révélée. Il faut 450 000 personnes. Alors, bientôt, vous pourrez sans doute postuler. D'ailleurs, une campagne de propagande est actuellement en cours. Ça commence. On va voir ça
au fil de la vidéo. Donc il manque 450 000 personnes et vous voyez comment ils recrutent en jouant sur les fibres patriotiques, c'est pour vos proches. Vous allez voir que à nous autres qui sont un petit peu loin du conflit, ils vont nous dire si la guerre est perdue en Ukraine, demain ce sera chez toi. Et puis on rend la guerre cool en diffusant tout ça dans les médias. Ça a l'air sympa, hein, vu comme ça. Là, ils sont dans la pampa, entre potes. Ça me fait penser à j'ai oublié le titre du film. Dans Calmos. Si je vous dis Maki, qu'est-ce que vous me répondez? Donc ouais, ça a l'air cool. Ah, j'ai envie d'y aller, là, tout d'un coup. Alors, il y a un petit souci. Justement, pourquoi est-ce qu'il manque 450 000 soldats? Parce qu'il y en aurait seulement 300 000 sur le terrain, malgré 1 million mobilisés. Oh, ça fait quand même un sacré déficit. Hein. 700 000 soldats disparus. Il en manque 450 000 et il y en a 700 000 qui manquent à l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Selon Mikhailo Podolyak, le conseiller spécial du président Zelensky, le nouveau commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, va devoir réaliser un audit sur les forces ukrainiennes présentes sur le champ de bataille. Citant Zelensky qui a estimé jeudi qu'environ 1 million de personnes ont été mobilisées, et en réalité, seuls 200 à 300 000 soldats ont été mobilisés sur le champ de bataille. Et ça commence à diminuer d'un tiers par rapport au titre. J'espère que l'article n'est pas trop long. Monsieur Podolyak a dit à la télévision ukrainienne que l'objectif de l'audit pour le nouveau chef de l'armée est de déterminer quelles personnes ont été mobilisées, où elles se trouvent et ce qu'elles font. Bon. Ensuite, il pourra dire combien de personnes sont nécessaires sur le front. On commence à comprendre pourquoi la contre-offensive de l'été a capoté. On ne sait pas qui a été mobilisé, ni où ils sont, ni ce qu'ils font. On sait pas. Ils sont paumés dans la pampa, on ne sait pas où ils sont. Donc il y a les 2 tiers de l'armée ukrainienne, on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils font, de où ils sont. Alors en attendant, il y a des Russes, donc c'est peut-être à prendre avec des pincettes, mais qui ont arrêté une unité ukrainienne, et ils ont filmé ce qu'ils ont pêché, et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Сколько лет? 21. Тебе? 22. Тебе? 50. О, ты старый. Тебе рыжий. 23. 23, бля. Вон еще одному помощь раненому оказывал, бля. Тоже молодой пацан. Не ори, тебе помогаю, идет долбоёб. Молодняк отправляет, из Киева. Ouais, ils envoient des gamins de Kiev, tous de Kiev. Un vieux de 53 ans et puis des gamins qui ont moins de l'âge de la conscription qui est normalement de 27 ans. Et on voit, ils ont 23, 22. Donc là, en ce moment, ils commencent déjà à faire les fonds de tiroir en Ukraine et ils ont envoyé les mioches et des types qui commencent à être un peu âgés pour aller crapahuter dans la pampa. Je vous signale que déjà, à 40 ans, vous êtes rincé sur le marché du travail, donc c'est peut-être pas pour aller faire la guerre en Ukraine. Hein. Tout ce petit personnel est bien sûr formé sur fond français. Les instructeurs français formeront 9000 militaires ukrainiens en 2024. Ça, c'est bien, parce que comme ça, on aura des infrastructures pour vous former, vous. La France est l'un des pays européens qui forme le plus de soldats ukrainiens. Nous avons déjà formé 10 000 soldats depuis le début de la guerre, et nous en formerons 7 à 9 000 supplémentaires en 2024. Sur des formations généralisées comme spécialistes. Cet accompagnement est crucial, l'armée ukrainienne subissant de lourdes pertes. Mais ça, faut pas le dire. Il y a juste un petit peu 500 000 morts depuis le début du conflit, mais rien que côté ukrainien. Et côté russe, il y a des estimations qui tournent autour de 80 000, donc ils s'en sortent plutôt bien. Le résultat, c'est que les gens en Ukraine, ils sont plus trop motivés. Je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas envie d'aller se jeter dans le broyeur à viande. Ils ont vu un petit peu trop de gens ressortir sous forme de steak haché, visiblement. Et ils se disent que le taux de survie n'en vaut pas la chandelle. Surtout que j'imagine que c'est pas très bien payé. Et on commence à voir de plus en plus de gens se révolter et résister à la conscription, qui peut d'ailleurs parfois être violente. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Donc là, on a l'exemple par ici avec tout un patelin, tout un village, qui a décidé de péter la gueule des recruteurs qui étaient venus cueillir les hommes du village. Je vous mets le son, mais ça sert pas à grand chose, donc c'est en gros la foire d'empoigne, et c'est vraiment... Ils se tapent dessus. Donc voilà l'ambiance, ça c'est la même chose, mais sous un autre angle. Donc j'imagine qu'ils disent d'aller se faire enculer un peu plus loin. Bon, l'accueil n'est visiblement pas très patriotique, hein.
Une autre vidéo ici, c'est dans un bus à Kiev. Ah non, c'est à Odessa, pardon. Il demande aux agents de Zelensky d'aller se faire voir. Donc apparemment, ils ouvrent les bus et ils essayent de choper un peu les jeunes qui sont là-dedans. Ils essayent de choper les pauvres qui n'ont pas l'argent pour éviter la conscription. Ils sont plutôt hostiles. Voilà, donc ils ont fait bouclier humain pour empêcher les gens, les recruteurs de procéder à la conscription. Il y a un article intéressant qui est sorti justement à ce sujet le 21 février. Il est ici, donc en version française, puisque c'est publié sur un journal allemand. Je n'ai pas peur de tuer qui que ce soit, je ne veux tout simplement pas mourir. Des centaines de milliers de personnes aptes au service militaire ont quitté l'Ukraine, souvent par des itinéraires risqués. Kiev fait maintenant pression pour leur retour. Une loi de mobilisation est prévue. Que disent les hommes accusés de trahison par leurs compatriotes? Ah bah alors, je croyais que c'était uniquement en Russie que la jeunesse fuyait la guerre et que ce pays se vidait de ses élites. Alors je passe le début où on nous raconte l'histoire de Boyko qui a payé 1000 balles pour traverser une rivière frontalière entre l'Ukraine et la Roumanie. Payé 1000 balles à un chauffeur de taxi qui devait lui conseiller un itinéraire un petit peu plus sûr, et finalement c'était pas sûr du tout, donc je pense que le type était au courant de rien, et qu'il a juste voulu piquer 1000 balles. Donc il a traversé la Roumanie, l'Ukraine, c'est l'Autriche ça, oui, puis il a fini à Munich. Boyko fait partie des quelques 650 000 Ukrainiens en âge de servir dans l'armée, et qui ont quitté leur pays, et vivent désormais dans l'Union Européenne, en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein. Le gouvernement de Kiev a appelé à plusieurs reprises ces hommes à revenir, parfois subtilement, parfois clairement. On est tous là, hein, déclarait Zelensky dans un discours vidéo au lendemain de l'attaque russe. Désormais, le ton devient plus dur. En janvier, un conseiller de Zelensky a appelé les pays d'accueil à cesser de soutenir les réfugiés ukrainiens afin qu'ils puissent rentrer chez eux. L'Ukraine a besoin d'hommes en défense et en tant que contribuables. De la viande et des esclaves pour l'Ukraine. L'Ukraine réclame son tribut, de l'argent, des esclaves et de la viande. J'avais montré, je crois, cette vidéo de Zelensky qui réclamait carrément que les pays de l'Union Européenne lui versent directement l'argent prévu pour les réfugiés, à lui, en Ukraine, et que lui, il la redistribuerait en fonction de là où les gens sont. Parce que si c'est une petite famille, une babouchka ou je sais pas quoi, on lui filera le fric, s'il n'est pas détourné, hein, parce que bon, on commence à connaître le personnage. Et puis si c'est Boyko en âge de venir défendre son pays, lui, il aura plus de sous. Et on lui dira, tu vas commencer à rappliquer rapidement, parce que sinon tu auras des problèmes. Depuis la mobilisation générale, les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter l'Ukraine que dans des cas exceptionnels, s'ils s'occupent de 3 enfants ou s'ils souffrent de graves problèmes de santé. Aucune des exceptions ne s'appliquait à Boyko, il risque 5 ans de prison en Ukraine. Alors, on comprend pourquoi il a foutu le camp, puisque selon les estimations, 70 000 Ukrainiens seront morts d'ici l'été. Et pas depuis le début du conflit, depuis le début de l'année. Donc dans les 6 mois, il va y avoir 70 000 morts en Ukraine. L'Occident fournit les armes et les milliards, mais le fardeau des meurtres et des morts incombe uniquement aux Ukrainiens. On fournit l'argent, ils fournissent les morts. C'était aussi les conclusions déjà que je tirais dans les vidéos à l'époque que j'avais faites sur l'Ukraine. Donc les gens sont plutôt démoralisés. Hein, les soldats se plaignent de combats sans fin, beaucoup se sont abandonnés. Le projet actuel, parce qu'ils veulent changer la loi de mobilisation, stipule que le service actif devrait être limité à 36 mois jusqu'à présent. Il n'y aura plus de limite. Plus de limite. Donc vous serez enrôlé dans l'armée. Tu faisais 36 mois et après tu rentrais chez toi, tu avais fait ton service et tu étais tranquille. Là maintenant c'est illimité parce qu'une fois qu'ils arrivent à choper un type sur le front et à savoir où il est et ce qu'il fait, ils le gardent. L'âge minimum devrait être ramené à 25 ans au lieu de 27. À l'avenir, l'armée pourrait appeler des hommes via une notification en ligne. On a vu par exemple là dans cette vidéo que visiblement la limite d'âge à 27 ans n'est déjà plus respectée. À l'avenir, donc, une notification en ligne pourrait servir à recruter les gens, ce qui éviterait des images pas très glorieuses diffusées sur les réseaux sociaux. Et si vous ne vous présentez pas, l'État bloquera probablement votre compte et suspendra votre permis de conduire. Un peu comme avec la révolte des camionneurs et des agriculteurs déjà à l'époque au Canada, où les mecs se faisaient bloquer leur compte bancaire parce qu'ils osaient manifester.
Alexandre Boyko et d'autres hommes devront présenter leur inscription au bureau du consulat s'ils souhaitent renouveler leur passeport. Des mesures drastiques montrent le désespoir de Kiev. Des vidéos de policiers militaires interpellant des Ukrainiens dans la rue circulent sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, les Ukrainiens prennent des mesures désespérées pour éviter la mobilisation. Ils essayent de fuir par des itinéraires pas toujours sûrs, il y a parfois des morts, mais visiblement c'est plus sûr que sur le front. Je vous lis pas tout l'article, hein. Il est assez long, c'est intéressant. Certains estiment que la loi de mobilisation, si elle est adoptée, pourrait pousser plus d'Ukrainiens à fuir l'Ukraine, malgré les risques. De nombreux hommes pourraient se cacher ou quitter le pays à tout prix. Alors ici, ce qui est assez intéressant, on nous parle de billets blancs. On nous parle de méthodes pour éviter justement la conscription. C'est aussi ce qui se passerait en France. Si vous avez du pognon, vous n'êtes pas concerné pour aller faire la guerre. Ici, Vitali, il a acheté un billet qui coûtait à l'époque 5 000 $, ce qu'on appelle un billet blanc, qui te donne le droit d'être réformé, en fait. Voilà. Toute personne titulaire de ce truc-là peut entrer ou sortir de l'Ukraine, et il est considéré comme un retraité pour des raisons de santé. Il est réformé. Comme l'Ukraine, bientôt. Donc l'homme de 47 ans a quitté l'Ukraine, et aujourd'hui, le billet blanc coûte 7 000 $. Alors si t'as pas 7 000 $, tu vas faire la guerre. Alors bien sûr, tout ça est un trafic. Début février, les enquêteurs d'Odessa avaient arrêté un employé du commissariat militaire qui aurait également vendu des billets et il risque 10 ans de prison. Vitali, en revanche, alors tous ces gens se font évidemment traiter de traîtres par ceux qui sont dans la merde, la boue et le sang sur le champ de bataille, on les comprend. Pour Vitali, par contre, il voit la trahison ailleurs. Cela consiste à continuer d'envoyer des gens à la guerre, sachant qu'ils pourraient mourir demain, sous-entendu pour rien. Si l'Ukraine n'a jamais eu une chance contre la Russie, elle est désormais passée. C'est comme un adolescent qui monte sur le ring contre Mike Tyson. Ils sont pas vraiment chauds, hein. Et il y en a qui font justement la promotion de ce qu'est la guerre, pour expliquer quand même aux jeunes que c'est pas folichon d'entendre les balles siffler, les explosions, les petits bouts de corps partout, c'est pas top, c'est pas des bonnes vacances. Alors pour en terminer avec cet article, juste ce petit paragraphe qui nous apprend que fin décembre, le politicien CDU Roderich Kaiserfe a fait une suggestion qui pourrait persuader des hommes comme Mark Kolawenko de revenir. L'Allemagne pourrait supprimer les allocations de ses citoyens, tout comme l'a suggéré le conseiller de Zelensky. Kovalenko en a entendu parler et s'étonne que des hommes occupant des bureaux chaleureux aient osé le juger. Il suppose que la peur de la guerre augmente également dans ce pays. Et voilà, allez crever un peu en Ukraine pour pas que le problème vienne chez nous, hein. Il remarque souvent des affiches de la Bundeswehr avec appel « Postuler ». Quiconque craint que la guerre ne s'étende au-delà de l'Ukraine devrait se battre, pense-t-il. Bon, lui, il s'en fout, mais si toi tu as peur de la guerre, va directement en Ukraine. Depuis, Kiev et Bruxelles ont dit qu'ils discutent depuis des mois du sort des réfugiés ukrainiens dont l'Ukraine a tant besoin sur le front et dans l'économie. Des diplomates européens ont déclaré à Politico que Kiev exerçait des pressions pour élaborer des règles de retour, ce que Kiev nie. En cas de doute, Boyko, Kovalenko et puis Vitali, ils ont déjà un plan. Tous les trois disent qu'ils trouveront une issue, mais ils ne retourneront pas en Ukraine. J'ai une pensée, il parlait ici de ces hommes qui le jugent dans des bureaux chaleureux. On se souvient de ce philosophe qui s'appelle Raphaël Enthoven et qui lui aussi était un joyeux va-t-en-guerre en 2022 et qui appelait à aller au conflit, à aller plus loin, à soutenir davantage l'Ukraine, à s'engager véritablement. Et donc déjà on commence à lui dire « mais écoute, t'as l'air d'aimer la guerre, va la faire ». Et oh, là tout d'un coup il a fait prout. Depuis son salon parisien, il nous a expliqué que malheureusement, chacun sa place, et que lui, il n'est pas fait pour tenir une arme, il est plus efficace derrière un clavier que derrière une arme, que derrière une mitrailleuse, comme il avait dit, malheureusement. Et donc, que la mitrailleuse, ce serait pour toi, et que le salon parisien, depuis lequel il fait sa morale, ce sera pour lui. Je pense qu'on va l'envoyer sur le front avec un clavier et regarder ce qui se passe. Ce sera beaucoup plus drôle. Fatalement, comme l'usine à viande manque de viande et que les Ukrainiens n'ont vraiment plus envie d'y aller, qu'on n'arrive plus à les mobiliser, qu'ils foutent le camp, qu'ils préfèrent crever dans des rivières gelées plutôt que d'aller au front, on commence à se tourner vers des gens encore naïfs et qui pourraient être bernés par des idéaux de démocratie, de lutte contre la tyrannie et toutes sortes de stupidités. Et donc fatalement, ils commencent à nous expliquer que peut-être vous pourriez être le prochain sachet de viande qu'on enverra sur le front. De la viande labellisée française, monsieur. Ça va sur le papier serrer les rangs, c'est vrai. Mais si néanmoins les Ukrainiens ne tiennent pas le coup sur le terrain, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La logique des choses, c'est du bruit de bottes.
Ça veut dire que si les Russes veulent piquer l'Ukraine à terme parce qu'on n'arrive pas à soutenir assez l'Ukraine, il faudra qu'on y aille. Oui, d'autant plus qu'au-delà du contrôle de l'Ukraine, le véritable objectif de la Russie, c'est d'affaiblir l'Occident et... Tout est dégueulasse dans ce petit extrait de 24 secondes avec l'autre avec un « oui, ah oui, il va falloir qu'on y aille, hein, oui », mielleux et gerbant. Donc le type, là, en obésité morbide, il a envie, visiblement, d'aller enfiler des bottes, de faire du bruit et d'y aller. Il n'y a rien qui va. Hein. Déjà, est-ce que la Russie a envie de s'emparer de toute l'Ukraine? Ça n'a jamais été le plan. Et bien entendu, ce monsieur n'a aucune envie. Quand il dit « faudra qu'on y aille », lui, il restera là, devant son micro. Hein. Tout comme cet expert en relations internationales, là, ou je sais pas quoi. Bref, donc, on commence à nous expliquer que peut-être il serait normal que vous y alliez... Alors, ce sera surtout les Européens, parce que pour l'instant, c'était les Ukrainiens qui fournissent la viande et nous, on donne l'argent. Mais on va commencer à donner l'argent et la viande, hein, parce que les Américains, de l'autre côté, eux, ils profitent de tout, mais il est hors de question d'y aller. Hein. Déjà, quand sortir l'argent, c'est un peu dur, ils ont des oursins dans les poches pour soutenir leur propre politique. Mais alors de là à envoyer des gens, c'est pas trop leur affaire. Surtout qu'il y a quand même 77% des jeunes Américains qui sont trop gros, mentalement malades, sous drogue ou qui ont d'autres problèmes pour rejoindre l'armée. Il y a une étude du Pentagone qui est sortie, mars 2023. Donc on est peut-être passé à 80% maintenant, hein, parce que vu le taux de gras dans leur bouffe, ils vont pas aller en baissant, les mecs. Et voilà, ils sont trop gros pour aller à la guerre. Ils se font réformer. Ils ont la réforme McDo. Donc comme je vous le disais, on commence à nous expliquer que, attention, si l'Ukraine cède, la marée russe va déferler sur l'Europe. Et pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait, hein? Alors là, on a le zinzin, Nicolas Tenzer, qui est un agent de l'étranger euro-atlantiste, qui nous explique, dans une vidéo assez longue, là, qui est parue aujourd'hui même, non hier, qui nous explique que la Russie, demain, va venir te péter la gueule chez toi. On va pas tout écouter parce que c'est un peu long. Les réalités, encore plus de centaines de milliers de vies perdues, de femmes, d'enfants, d'hommes en Ukraine. Mais ce serait une défaite pour les valeurs démocratiques, pour la liberté, pour en gros notre crédibilité aussi sur le plan de la sécurité. Pour quelles raisons? Premièrement, parce que ça voudrait dire qu'une puissance qui entend réviser les frontières par la force au XXIe siècle, finalement réussit à le faire sans réaction suffisante de la part des Occidentaux. Alors le problème n'est pas qu'il y ait un pays qui change des frontières, un régime au XXIe siècle, parce que ça, on le fait quand même assez souvent. Hein. Il me semble qu'en Israël, les frontières, elles bougent. Hein. Ça les dérange pas, là, tout d'un coup, que la frontière israélienne bouge par la force, ça va. Donc, le problème, c'est que ce changement de frontière n'a pas été validé par les Occidentaux et ça les emmerde. Ils veulent rester les gendarmes du monde, ils veulent avoir le monopole de la force internationale, un peu comme les CRS ont le monopole de la force publique. Monsieur et madame tout le monde qui tape sur quelqu'un, c'est très mal, mais quand un CRS arrache un œil à quelqu'un, là, c'est du maintien de l'ordre. C'est un peu du même genre. Donc ils veulent rester les gendarmes du monde et il faut, comme il va dire, il y a un problème de crédibilité si on laisse faire. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, si on laissait Poutine gagner en Ukraine, donc continuer ses massacres, hein, c'est ça que ça veut dire, pourquoi Poutine ne se dirait pas, mais alors moi je peux continuer. Je peux continuer avec l'Estonie, je peux continuer avec la République tchèque, je peux continuer avec la Pologne, avec la Lituanie, la Lettonie, etc. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Il n'expliquera jamais pourquoi Poutine voudrait aller envahir ces pays. Le Donbass, on comprend, le truc était bombardé, c'est une zone russophone, qui était russe même, parce qu'il y a l'histoire de l'URSS, l'éclatement de l'URSS, etc. Vous connaissez un peu la chanson. Et donc il y a cette partie de la population en dehors de Russie, mais qui est considérée comme des compatriotes russes, quelque part, qui est russophone, et qui se faisait éclater la gueule depuis 8 ans, par des gouvernements russophobes, au minimum, parfois à tendance néo-nazie pour certaines personnes qui étaient dans ces gouvernements, et à des postes administratifs assez élevés, et qui ne se cachaient pas du tout d'avoir une idéologie néo-nazie. Tout ça a été financé en plus et soutenu par les Occidentaux. Il y a un moment où quand il a compris que les accords de Minsk c'était de la flûte, il a dit on va passer un petit peu à l'action. On peut toujours discuter des méthodes et des raisons et des motifs. On va quand même pas exiger que la Russie se couche pour mourir tranquillement. Donc le Donbass, on comprend pourquoi ils veulent l'envahir et mettre fin à cette guerre. Je ne sais pas si c'est très efficace comme méthode, parce qu'une guerre, on la commence, on ne sait pas trop où elle s'arrête, mais on peut dire qu'elle avait commencé en 2014, donc c'est simplement une escalade de plus, quelque part, 2022. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'Estonie et compagnie? Il y a eu des déclarations où, effectivement, les Estoniens ont pris des mesures anti-russes, de là à envahir ces pays.
d'autant qu'ils font partie de l'OTAN, ce qui induirait une entrée en guerre automatique de 27 pays. Et même si c'est un peu des pays baltringues, ça commence à faire du monde, ça commence à faire de la matière. Il y a quand même les États-Unis derrière, il y a 3 pays qui sont des puissances nucléaires. Bon, ça pourrait changer de note, tu vois. Parce que pour l'instant, on fait la guerre sans la faire, on n'a pas vraiment déclaré, on fait pas la guerre à la Russie, hein, on est juste en train d'aider l'Ukraine à se défendre, c'est tout. Alors forcément, si ça devient une guerre ouverte, on risque d'être un peu plus détendu. Parce que par exemple, pour le moment, il y a eu... ça commence à changer, mais les frappes sur le territoire russe, à coups de missiles ou d'avions, jusque-là, c'était interdit par l'OTAN. L'OTAN interdisait ça à l'Ukraine. Donc il y avait quand même une sorte de retenue pour le moment. Donc je vois vraiment pas pourquoi la Russie voudrait attaquer. Déjà, on n'est même pas sûr qu'ils veulent toute l'Ukraine. Il y a une large partie du pays qui leur est complètement hostile et qu'ils n'arriveraient même pas à tenir. Ils en veulent pas. En plus, c'est la partie la plus pauvre. Bref, donc tout ça est complètement péremptoire, et ça sert à faire peur aux gens, c'est tout. Et donc là, il verrait si véritablement nous, puisque nous n'avons pas été volontaires pour mourir pour Kiev, est-ce que nous serions volontaires pour mourir pour Varsovie? Alors est-ce que, voilà, ça c'est toujours la même rhétorique, où t'as un connard en cravate qui te dit il faut être volontaire pour mourir pour Kiev et Varsovie. T'es volontaire, toi? Tu vas y aller? Ça m'étonnerait, hein. Ou pour Tallinn ou pour Vilnius. Quel exemple cela serait demain pour la Chine et pour Taïwan? On a quand même ce vrai problème de crédibilité, de respect du droit international. Deuxièmement, on sait parfaitement aussi que si l'on accordait à la Russie, par exemple, certaines concessions territoriales, on dirait que la Russie peut garder une partie de la Crimée ou une partie du Donbass, etc. Ça voudrait dire qu'on donnerait à M. Poutine une licence de continuer ses assassinats. Parce qu'on sait très bien que dans l'ensemble des territoires qui restent occupés par la Russie, vous avez des chambres de torture, vous avez des exécutions sommaires, des gens qui disparaissent mystérieusement qu'on ne retrouve jamais, donc là aussi des assassinats. Donc c'est ça la réalité. Bien sûr, on peut... Là, on est quasiment à la limite du délire paranoïaque, mais ce type est complètement zinzin en fait. Hein. Ouais, les bébés décapités, dans les couveuses. On va pas écouter plus ce type. C'est un agent de l'étranger, de type atlantiste, qui divulgue une certaine propagande visant à faire peur aux gens et à créer un ennemi et à créer de la haine en fait anti-russe auprès des gens qui n'y connaissent rien et qui finissent par avoir peur que demain, s'ils continuent à avancer, puis après Ukraine, et puis chez nous, puis oulala, ça va devenir très grave. Et puis on va finir dans des chambres de torture. Il y avait justement ce midi, télé France 2 JT, un reportage sur Mariupol où comment la Russie dépense un fric fantastique pour reconstruire très vite et effacer la guerre, précisément pour avoir l'adhésion des populations et éviter que les gens se révoltent contre l'envahisseur. Mais pour eux, il y avait une dame, ceux qui ont voulu partir sont partis. Et il y avait une dame qui était restée là, puis qui dit, bah écoutez, on est russophone, nous ça nous change pas notre vie, j'ai de la famille en Russie, donc finalement ce sera plus pratique pour aller les voir. Et puis, moi, ça n'a rien changé à mon quotidien. Voilà. Un changement d'état, il y aura un changement de quelques règles. C'est tout, quoi. C'est pareil. Elle n'est pas dans une chambre de torture. Bref. Le retour de la guerre en Europe confirme la nécessité pour la France de se préparer à l'éventualité d'un affrontement majeur. Vous commencez à sentir un petit peu que l'État a un message pour vous? Le retour de la guerre en Europe. Les menaces terroristes qui persistent. Sommes-nous prêts à faire face à ces grandes menaces ? En vue de préparer les engagements de demain, nos forces armées s'entraînent pour protéger notre territoire. Voilà. Bon, j'espère qu'on fera tout ça en gardant en tête les objectifs de Paris en matière de réduction de CO2. Alors, immersion auprès de différentes unités d'active et de réserve dans le journal de la défense. Donc là, c'est un peu comme le truc en Ukraine qui avait motivé cette personne-là, ce gars, à aller s'engager, où on avait vu que le commandant expliquait que la présence dans les médias était importante pour favoriser le recrutement. Voilà, on va montrer un peu comment ça se passe, vous êtes avec des copains, vous faites du sport, vous avez du matériel, regardez ça, c'est hyper moderne. Alors puis quand ils tirent avec le canon César, c'est trop bien, un spectacle son et lumière, ça pète après à l'autre bout, franchement on a envie de participer. Donc on est en train de vendre la guerre aux gens. L'Europe c'est la paix, hein, n'est-ce pas ? Alors on a tellement peur de la guerre en Europe, du retour de la guerre, et comment on va pouvoir se préparer à toutes ces menaces qui surgissent. Le Danemark va envoyer l'intégralité de son artillerie à l'Ukraine. Donc, si ça tourne mal, ils sont à poil. Hein. Je ne sais pas en combien de temps ils vont la recycler. Le Danemark, ils aiment bien visiblement l'Ukraine et donner leur argent. Ils n'aiment pas leur argent, ils veulent le donner aux Ukrainiens. Le Danemark va envoyer l'intégralité de son stock de munitions à Kiev.
on vous file tout. C'était Thierry Breton qui se vantait d'avoir que l'Europe maintenant allait pouvoir fabriquer plus d'1 million d'obus par an, qu'on allait même plus vite que prévu, et finalement non, en fait les obus ils traînent un petit peu à arriver sur le champ de bataille. Mais voilà, on vide les stocks, on n'en a rien à foutre, ça fait pas très peur. Et justement ici nous avons un témoignage d'aujourd'hui même, enfin un dirigeant d'un pays occidental qui dit la vérité. Le Premier ministre norvégien a déclaré que la Russie n'est pas intéressée par la guerre avec l'OTAN. Enfin, trouvez autre chose pour occuper vos week-ends. Je dis aux Norvégiens que je ne pense pas qu'ils devraient craindre la guerre demain. Je ne pense pas que cela fasse partie des plans de la Russie. Voilà, bon ben, le soufflet retombe. Moi qui me voyais déjà tirer avec un canon César sur les ennemis. Ici, on a le commandant en chef de l'OTAN qui nous explique, comme l'autre zinzin, que tout ça finalement est un immense concours de bites et qu'il s'agit non pas de se protéger de l'invasion russe qui va déferler jusqu'en Bretagne, mais il y a un problème de crédibilité qui se pose, c'est-à-dire qu'on s'est tellement mouillé dans cette affaire que maintenant, si on commence à signer une paix qui reconnaît la Crimée russe, qui fait des concessions dans le Donbass, c'est trop quoi, c'est trop. On va passer pour des couillons, hein, plus personne va nous écouter, plus personne va nous craindre. Russia are coming closer and closer. So, of course, if President Putin wins in Ukraine, it's not only a tragedy for the Ukrainians, but it sends a message not only to Putin, but also to Xi, that when they use... Voilà, si Poutine gagne en Ukraine, c'est pas seulement un challenge pour l'Ukraine, c'est pas seulement un message pour Poutine, c'est aussi un message pour la Chine. Voilà, on peut obtenir ce qu'on veut avec la force. Obtenir ce qu'on veut de nous avec la force. On n'est plus aussi fort qu'avant. Avant, la force, c'était nous. Maintenant, les autres peuvent nous foutre la pétée et s'en tirer à bon compte. Alors forcément... In Ukraine today can happen in Taiwan tomorrow. And therefore I strongly believe that it's a good deal for the United States to support Ukraine. It's not charity, it's investment in their own security. Voilà, demain, la Chine se dira, mais ils l'ont fait en Ukraine pour le Donbass, nous on va le faire à Taïwan. Ils sont faibles, on va y aller. Et donc, il te dit, l'enjeu en Ukraine, c'est en fait l'enjeu à Taïwan. Et pour nous, c'est une bonne affaire, c'est un bon investissement dans notre sécurité. Parce qu'apparemment, Taïwan, c'est la sécurité des Américains. Faut voir. Donc, il continue. Because it makes it less likely that Xi uses forces, for instance, against Taiwan, but also because by spending a fraction of the US defense budget, voilà, en dépensant une fraction du budget américain de la défense. Together with European allies, we have enabled the Ukrainians to destroy a substantial part of the Russian fighting. So this is actually in our interest to ensure that Putin doesn't win, not least because we are concerned about what China may. Of the US defense budget, together with European allies, we have enabled the Ukrainians to destroy a substantial part of the Russian fighting power. Voilà, on est capable de détruire, d'éroder la puissance russe avec une petite fraction de notre budget de la défense. D'ailleurs, maintenant, ils dépensent plus rien. Les Européens en payent quand même une large part. Et puis, encore une fois, les Ukrainiens fournissent la viande. Donc vraiment, le repas est gratuit. Ils n'ont plus qu'à s'asseoir à la table, tu vois, et puis, à la limite, ils arrangent 2-3 couverts qui étaient mal installés. Voilà, c'est à peu près tout ce que font les États-Unis dans cette affaire. Et donc, Stoltenberg, il a envie que ça aille un petit peu plus loin. Ils veulent foutre la pétée aux Russes pour un concours de bites, pour montrer qu'ils sont toujours capables de le faire. Et donc pour le secrétaire général de l'OTAN, Kiev peut maintenant frapper des cibles hors de l'Ukraine. Dans le cadre d'une interview accordée aux médias Radio Free Europe du 20 février, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a affirmé que Kiev pourrait utiliser les avions de chasse F-16 que l'Occident veut lui livrer pour frapper des cibles russes hors de l'Ukraine. Une première depuis la guerre. Donc le spectacle son et lumière va bientôt arriver à vos portes, puisque les F-16 américains, c'est surtout des F-16 européens qui sont fournis, et comme ça les Européens peuvent acheter des F-35, ce merveilleux fer à repasser volant. J'espère qu'on ne va pas faire la guerre avec ça, parce que c'est surtout du matériel de démonstration, quand même. Donc pour le Financial Times, Stoltenberg a franchi un palier, et ça va nous retomber sur la gueule, parce que les Russes, ils commencent à considérer que on fait plus que du soutien à l'Ukraine, on fait carrément la guerre à la Russie, et franchement, il n'a pas tort. Si on écoute Tenzer encore un petit peu... Où est-ce qu'il a passé, ce con ? Faut écouter un petit peu ce qu'il dit ici, lui. Parce que finalement, c'est la voix du maître. Hein.
On peut parfaitement penser que Poutine continuerait à se renforcer militairement, donc ce serait un danger supplémentaire. Et c'est pour ça que je dis que ce serait une défaite, bien sûr, pour l'Europe, sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité, mais ce serait aussi une défaite intellectuelle. Si vous avez, prenons, si vous permettez une seconde, un scénario exactement contraire à celui-là, c'est-à-dire où Poutine est défait, et qu'après, nous sommes résolus à poursuivre notre victoire, c'est-à-dire pas seulement en Ukraine. Donc il est en train d'admettre que c'est bien l'Ukraine qui est défaite. Hein, voilà. C'est pas la Russie qui est en défaite stratégique, comme nous l'annonçait Macron. Alors écoutons son merveilleux scénario et on va voir le doux monde merveilleux qu'il va nous vendre. Ukraine, mais également pour libérer les 20% du territoire géorgien qui sont occupés, pour libérer le Bélarus, faire qu'il y ait des élections libres au Bélarus, libérer également la Syrie où Poutine commet des crimes sans commune mesure, toujours aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Afrique où un certain nombre de pays, d'ailleurs francophones, d'où nous étions extrêmement proches, sont aujourd'hui envahis véritablement par Russie. Donc si vous avez au contraire une défaite de Poutine à ce moment-là en Russie, on peut penser que l'état du monde, la sécurité mondiale, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, on pourrait dire aussi d'ailleurs en Amérique latine, avec Venezuela, Cuba, Nicaragua, où Poutine a une forte emprise, l'Asie aussi, eh bien vous auriez un monde qui serait fondamentalement un monde meilleur, plus sûr, plus agréable. C'est quand même un objectif que nous devons avoir et que nous devons poursuivre. Donc c'est un objectif que nous devons avoir et poursuivre. Dégager Poutine. Défaire complètement la Russie, pas simplement reconquérir le territoire ukrainien. Déjà le Donbass ça va être compliqué, mais en plus aller jusqu'en Ukraine c'est une connerie, c'est de la folie pure. Le texte que Macron a signé affirmant qu'on va défendre l'Ukraine pour 10 ans avec comme objectif qu'elle reconquiert son territoire dans les frontières de 91, c'est débile, hein, ça n'arrivera jamais. Et lui il te dit carrément alors il faudra pousser pour aller virer Poutine et défaire complètement la Russie et écraser ce pays. Bon bah les Russes ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il ne fait aucun doute que l'Occident nous a déclaré la guerre. En fait, ils ne le cachent pas, bien qu'ils affirment par tous les moyens possibles. Nous ne faisons qu'armer l'Ukraine, elle est toute seule, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un mensonge. Les instructeurs occidentaux observent la manière dont l'état-major ukrainien planifie les opérations. Ils aident à définir les cibles, nous en sommes sûrs à 100%, et ils font beaucoup d'autres choses. Oui, ça je peux vous le dire. Selon nos données, les services européens pour l'action extérieure a formulé des recommandations à l'intention de l'Ukraine qui découlent du fait que ses méthodes de combat actuelles ne lui permettent pas de gagner et qu'elle perdra. Il est donc nécessaire de parler sur le transfert d'encore plus d'armes à longue portée en Ukraine, afin qu'elles atteignent le cœur de la Russie, comme le décrit l'Union européenne. C'est ainsi que l'on sème à nouveau la confusion et la panique, et que l'on sape la confiance de la population. Ne s'agit-il pas d'une participation directe à la guerre? Bien sûr. Le principal élément de la guerre, c'est la stratégie, et la stratégie n'est pas du tout à Kiev. Ils sont en train de nous expliquer que l'Ukraine va nous attaquer, etc., que la Russie va nous attaquer, sauf que la Russie est en train de dire, mais là c'est vous qui êtes en train de nous mener la guerre et de nous déclarer la guerre, parce que vous fournissez tout. Vous donnez les cibles, vous donnez les munitions, vous donnez la formation, vous donnez le financement. C'est vous qui nous faites la guerre, c'est pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté. Ils auraient jamais eu les moyens. Donc il y a un moment où il va falloir être un peu cohérent, et si avec votre matériel et vos financements, on reçoit des bons chez nous, on va peut-être être un peu légitime à en balancer chez vous aussi. C'est un peu ça le sous-texte, hein, quand même. Et ils ont des missiles ininterceptables. Il est possible qu'il y ait un spectacle son et lumière qui se déroule dans une ville proche de chez vous. Alors, je pense qu'il faudrait regarder sur la carte où vous vivez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une usine d'armement, de canons César, de missiles, un centre de formation d'Ukrainiens? Ça pourrait vous péter à la gueule, hein, tout ça. Donc, l'usine à viande étant en pénurie, il y a des difficultés financières et on n'a pas envie de la lâcher parce que on doit montrer au monde que cette usine à viande peut fonctionner, peut être compétitive sur les marchés internationaux. Et donc, on va trouver plus de financement. Hein, bientôt, on va vous faire les poches parce que les États commencent à être un peu à la corde. Et puis, vous allez servir de viande, vous allez passer dans le broyeur. Ils sont pas très efficaces. Vous avez quand même un taux de décès assez élevé. Je vous cache pas qu'à la fin du circuit, vous allez finir en steak haché qui sera pas forcément reconnaissable. Et puis, on va vous pousser à la guerre. C'est important. Il faut mettre toutes les forces dans la bataille. Oh, c'est parce que les Russes, ils vont venir vous manger. Ils vont traverser toute l'Europe, là, et puis ils vont venir vous bouffer chez vous. Ils n'ont plus rien à manger. C'est la famine, là-bas. Déjà qu'ils font la guerre avec des puces de lave-linge. Alors c'est le moment de vous remettre en forme, votre pays a besoin de vous.
L'armée des États-Unis va bientôt vous enrôler pour améliorer la crédibilité de l'Occident sur le terrain des opérations, de sorte qu'ils continuent à faire peur aux Chinois pour qu'ils n'envahissent pas Taïwan. Voilà un peu le but de la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est ça. Officiellement, c'est ça. J'ai vu des reportages sur des magasins d'alimentation, tous les rayons sont pleins en Russie, c'est de la propagande. C'est faux, mensonge. Alors, je pense pas qu'ils recourent à la mobilisation générale, ni qu'ils engagent l'armée directement. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de campagne de propagande, un peu comme ça s'était passé en Suède, où les gens sont devenus un petit peu zinzins, soudainement. Ils avaient couru dans les magasins de bricolage, les stages de survivalisme ont fait sale comble, il y a eu des appels paniqués de tout un tas de gens qui pensaient que la Russie était en train de les attaquer, tellement ils avaient fait des émissions un petit peu alarmistes, hein, comme l'invasion d'aliens dans les années 20, le fameux fake aux États-Unis. Et il y avait eu un sondage auprès de 40 000 jeunes pour savoir s'ils étaient prêts à être volontaires pour aller combattre la Russie, et ils avaient trouvé tout de suite un quart des gens qui étaient prêts effectivement à s'enrôler. Donc je pense qu'il va y avoir une sorte de grande campagne de propagande sur le thème « La Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, demain elle sera à votre porte, et puis ils sont très méchants, et en combattant Poutine vous luttez pour la démocratie ». C'est un peu le remake, vous allez lutter contre Hitler, n'est-ce pas ? On trouvera des imbéciles, peut-être, pour aller s'enrôler et remplir le quota de 450 000 sachets de viande nécessaires pour aller porter des flingues et servir de tampon pour peut-être un jour que la Russie cesse sa guerre par lassitude ou je sais pas quoi. Mais quand même, le ratio, c'est 5 Ukrainiens morts pour 1 Russe. Donc avant de vider le pays, quand même, on risque de vider l'Europe. Hein. Voilà, donc je sens venir un peu la montée de la propagande, comme ça, suivi d'une campagne de recrutement de volontaires. Ce sera peut-être l'occasion aussi de prendre des gars de l'armée, mais ils seront plus dans l'armée, hein, ce sera plus vraiment des soldats, ils seront engagés comme des volontaires, et puis ils iront se battre en Ukraine. Et là, vous aurez de faux volontaires, faux Ukrainiens, il y en a déjà pas mal, hein, qui parlent avec un accent anglais à couper au couteau, et qui iront se battre comme ça dans le Donbass pour la crédibilité de l'Occident. Parce qu'ils gèrent tout avec le cul, donc maintenant c'est à vous de compenser, hein. C'est toujours de votre faute, il faut faire plus d'efforts. Donc là, il faudra faire des efforts en Ukraine. Je vous remercie d'avoir participé à ce Fantastique Direct, hein, comme d'habitude, ils sont toujours merveilleux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, vous pouvez passer sur Tipeee pour soutenir ce fantastique travail, et puis sur la boutique zoneartisanale.com. Merci d'être passé, et puis à très bientôt.